Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Talent Talks Tech by Talent Tunisie, leader dans la transformation par le digital et l'accompagnement de ses clients au travers le conseil technologique. Aujourd'hui, nous avons deux invités, Niwar et Khawla. Bienvenue et merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. Merci. On commencera avec vous, Niwar. Si vous nous présentiez Niwar au sein de Talent Tunisie. D'accord. Bonjour Farouk, bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour partager des informations et des connaissances sur le domaine du traitement de données, un domaine très important pour les entreprises modernes. Alors, je commence par me présenter. C'est Niwar Benjeddi. Je suis actuellement Tech Lead en Data Engineering chez Talent Tunisie et mon rôle en tant que Tech Lead Data consiste à accompagner et encadrer une équipe de professionnels passionnés dans la conception, la mise en œuvre et l'optimisation de pipelines de données complexes. Mon parcours dans le domaine data s'étend sur 7 années, au cours desquelles j'ai eu l'opportunité de travailler sur une diversité de projets passionnants. Alors, mon expérience englobe la création de solutions de traitement de données à grande échelle, la gestion de l'intégration des sources des données hétérogènes et la conception de pipelines ETL robustes afin de garantir la qualité et la fiabilité des données. J'ai également été impliquée dans des initiatives de migration des données vers le cloud, ce qui m'a permis d'acquérir une compréhension approfondie des défis spécifiques liés à l'évolution des infrastructures traditionnelles vers des environnements cloud agiles. Excellent parcours, on vous en félicite, Niwar. Merci. Merci pour cette présentation. Et du coup, qu'en est-il de Khawla? Merci Farouk. Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Je me présente à Bessi Khawla. Je suis manager DataVis au sein de Talent Tunisie. Actuellement, j'accompagne un client dans le secteur d'investissement dans la mise en place des infrastructures Qlik, vu que je suis certifiée QlikSense Data Architect, et la mise en place des dashboards métiers pour ce même client. Mais ce n'est pas uniquement ça, parce que aussi je contribue à la montée en compétences des consultants DataVis au sein de Talent à travers la mise en place des cycles de formation et des environnements internes de formation, en collaboration bien sûr avec nos partenaires Qlik et MicroStratégie. On construit aussi les standards, les bonnes pratiques et les guidelines Talent qu'on va les partager avec nos consultants à travers des événements comme l'événement Community of Practice qui va être bientôt démarré. Donc aujourd'hui, au sein du pôle Talent Data, on accompagne plusieurs clients sur plusieurs secteurs de l'énergie, de l'industrie et le secteur bancaire aussi, dans la mise en place des solutions data, et essentiellement dans la data intelligence. Donc, on intervient sur toute la chaîne de la data intelligence. Merci Khawla, un parcours aussi excellent que celui de Niwar, hein. On vous en félicite également. Et du coup, si j'essaie de résumer, Data Intelligence, ça englobe un process qui fait tout le cycle de vie de la data, de la phase collecte, transformation, jusqu'à la partie visualisation. Et du coup, bien évidemment, tout commence à une étape fondamentale de ce process, à savoir le traitement des données. Niwar, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu plus ou nous éclairer sur cette phase? Alors, comme vient de nous expliquer Khawla, dans le paysage actuel des affaires, les données jouent un rôle plus crucial que jamais. Les entreprises collectent une quantité massive de données provenant de multiples sources, par exemple les sites web, les réseaux sociaux. Il y a aussi les données des capteurs IoT, les transactions en ligne et bien d'autres encore. Ces données renferment des informations précieuses qui peuvent aider à prendre des décisions éclairées, offrir des perspectives stratégiques et détecter des tendances de marché. Cependant, cette croissance exponentielle des données a également apporté son lot de défis pour nous, les équipes data. Et ces défis incluent des données provenant des sources hétérogènes. Et quand on dit sources hétérogènes, donc forcément avec des formats variés et parfois non structurés, ces données peuvent nécessiter un nettoyage minutieux pour les rendre prêtes à l'analyse et à l'exploitation par les équipes de data visualisation. De plus, ce processus de nettoyage, filtrage et réorganisation des données
nécessitent des compétences techniques très avancées. Et c'est ici que nous intervenons. Nous nous sommes spécialisés dans la maîtrise de ces défis spécifiques. Et ce, en utilisant des pratiques exemplaires, des compétences techniques de pointe et des outils de pointe tels que AWS Glue. Merci, Niwal, pour cette explication. Donc là, on a eu une vision plus ou moins globale autour de la data, bien particulièrement, comme vous l'avez spécifié, la data intelligence, Oui. quelques outils. Et du coup, moi, j'ai l'impression que vous allez nous parler d'un sujet un peu plus précis que ça. Est-ce qu'il y a un sujet précis que vous voulez nous présenter aujourd'hui? Donc, aujourd'hui, Niwal, elle va vous présenter l'outil AWS Glue, ses avantages et les bonnes pratiques. Et moi, pour continuer sur la même chaîne, je vais présenter la partie DataVis. Très bien, donc on commencera avec vous, Niwal. Et si on parlait de cet outil AWS Glue? Alors, en fait, Farouk, durant mon parcours professionnel, j'ai eu la chance de travailler avec une gamme diversifiée d'outils et de technologies. Et AWS Glue est l'un de ceux qui ont captivé mon intérêt et mon attention. C'est pourquoi j'ai choisi aujourd'hui de partager avec vous mon expérience et mes connaissances sur la façon dont AWS Glue peut automatiser et simplifier le processus de traitement de données tout en contribuant à résoudre les défis que nous rencontrons fréquemment en tant que professionnels de la data. AWS Glue est un service entièrement géré par AWS et qui a été conçu spécialement pour répondre à deux aspects clés de la gestion des données, les tâches ETL et le catalogage de données. En fait, avec sa combinaison unique de fonctionnalités, AWS Glue s'impose comme un outil puissant pour aider les équipes data à relever les défis des données complexes. Pour mieux comprendre comment fonctionne AWS Glue, imaginons-le comme une boîte à outils avec 4 composants clés: le data catalog, l'ETL, les jobs et les crawlers. D'accord. Donc, si j'essaie de résumer, donc c'est vraiment une boîte à outils qui nous permet de manipuler les données, et c'est un outil cloud. Donc, on parle d'AWS, donc c'est un outil qui est sur le cloud, composé de 4 composants. Quelque part, c'est ces 4 services principaux autour de la data qui vont nous permettre de traiter nos données et de respecter le processus dont on a parlé tout à l'heure. Et du coup, si on essaie de détailler ces 4 composants un par un, en commençant par le data catalog. D'accord. Donc, le data catalog, c'est le cerveau derrière la gestion des métadonnées. Le catalogue de données permet de stocker des informations sur les tables, les schémas et les sources des données. Il nous permet tout simplement de découvrir l'ensemble des données disponibles dans notre organisation sans avoir à explorer manuellement chaque source. Et le catalogage automatisé des données permet de faciliter grandement la recherche et l'accès aux données. D'accord, donc là, on en a parlé du catalogage. Et du coup, si je me rappelle bien, la seconde partie, le second composant, Ouais. c'est l'ETL. Oui, c'est l'ETL. En fait, AWS Glue ETL est le cœur du processus ETL. Il automatise la génération du code ETL. Vous n'avez plus à rédiger manuellement chaque ligne de code et cela non seulement accélère le processus, mais également réduit les risques des erreurs humaines. De plus, l'ETL prend en charge les tâches complexes de nettoyage, filtrage et réorganisation des données. D'accord, donc on a catalogage des données, quelque part structuration des données, si on peut dire, définition des sources, des modèles. On a l'ETL, qui lui, c'est vraiment la lecture, l'extraction et la transformation des données. Donc, il nous reste 2 composants, les jobs et le crawler. Oui. Et du coup, quels sont ces deux et quelle est la différence entre les jobs et les crawlers? Alors, les jobs, c'est l'élément du traitement proprement dit. Ils nous permettent de créer, planifier et exécuter les tâches ETL, tout en fournissant des fonctionnalités de suivi, monitoring et gestion des erreurs pour maintenir la qualité des données. Alors que les crawlers, le dernier composant, sont comme des explorateurs de données.
automatiques, bien sûr. Ils permettent de scruter ou bien explorer vos données, qu'il s'agisse des données stockées dans S3 ou bien des bases de données, pour découvrir les schémas. Et cette fonctionnalité, les crawlers, elle est particulièrement utile lorsque vous avez une multitude de sources de données non structurées à gérer. Merci pour cette présentation et ces explications, Niwa. Et du coup, si on essayait d'être dans le concret, quels seraient des cas d'utilisation aujourd'hui là où on pourrait profiter d'AWS Glue? Alors, il existe de nombreuses applications d'AWS Glue. Je vais commencer par le cas d'utilisation le plus connu. Euh, Imaginons que vous avez des données dans des sources disparates. Par exemple, des fichiers CSV, d'autres fichiers parqués dans S3, des bases de données. On peut même imaginer des données de capteurs IoT. AWS Glue peut être utilisé pour extraire les données de ces différentes sources, les transformer, puis les charger de manière harmonisée dans un entrepôt centralisé pour créer une vue unifiée pour une analyse approfondie. Un autre cas d'utilisation d'AWS Glue, c'est lors de la migration des données des environnements locaux vers un entrepôt analytique. On peut utiliser AWS Glue pour extraire les données des sources variées, les transformer pour s'adapter au schéma de l'entrepôt, puis les charger de manière efficace. D'accord. Donc vraiment, donc là, ce que j'en déduis, c'est que si je suis dans un écosystème hétérogène et que j'ai des données volumineuses et surtout distribuées sur des Hétérogène surtout, oui. hétérogènes en termes de structure et hétérogènes en termes de support de stockage, Oui. AWS Glue me permet de faire abstraction de tout ça et de créer un modèle unifié sur lequel je pourrais tout faire. Et par tout faire, c'est vraiment toute la partie analytique, visualisation, qu'on verra probablement, je suis sûr, dans quelques instants. Oui. Et du coup, est-ce qu'il y aurait d'autres cas ou d'autres exemples que vous souhaiterez nous présenter? Bien évidemment, oui. Je finis avec ce dernier cas d'utilisation qui est l'analyse en temps réel. AWS Glue nous permet de créer des jobs qui s'exécutent en temps réel dès que les données soient disponibles. Et cela est très pratique dans le cas de la détection des anomalies en temps réel, les analyses en temps réel et d'autres cas d'utilisation qui nécessitent vraiment une réactivité instantanée. D'accord. Le temps réel, c'est très important. On le sait tous, aujourd'hui, on est dans la quête de la rapidité. Qui répond le plus vite, qui calcule le plus vite. Donc, c'est très important de parler de réactivité et de temps réel dans ce genre de traitement et de manipulation de données. C'est ce genre de fonctionnalité très demandé par nos clients et par les métiers. Avoir des données en temps réel, c'est très demandé. Exactement. Moi, je les comprends parce que moi-même, parmi les projets que je gère, il y a des projets là où on traite que ce soit du financement, là où on traite des données qui sont assez critiques et dont la rapidité de la réception de l'information, C'est la prise de décision après. Ouais. exactement. Et là, la prise de décision, donc peut-être qu'on vous invitera un jour pour parler de la prise de décision, parce que oui, avoir les bonnes informations au bon moment Oui. permet toujours d'éviter les mauvaises prises de décision. Et du coup, donc là, on a parlé des cas d'utilisation. Est-ce qu'on pourrait essayer de résumer les avantages? Donc, si vraiment on essaie de packager un peu le service AWS Glue, quels seraient les avantages les plus pertinents pour cet outil? Alors, une des forces d'AWS Glue, c'est sa parfaite combinaison avec d'autres services AWS. On peut par exemple combiner AWS Glue avec Amazon S3 pour stocker les données, comme on peut le combiner avec Amazon Redshift pour analyser des vastes ensembles de données, ou bien encore on peut le combiner avec Amazon RDS pour gérer les bases de données relationnelles. Une autre caractéristique d'AWS Glue, c'est la réduction du temps de développement. En fait, l'automatisation, c'est la clé pour accélérer les projets de traitement de données. Et AWS Glue permet d'automatiser de nombreuses tâches,
tels que par exemple la génération de code ETL, la planification des jobs et la gestion des métadonnées. En résulte une réduction importante du temps nécessaire au développement de pipelines de données complexes. Un troisième avantage, c'est la facilité de mise à l'échelle en fonction de besoins. En fait, AWS Glue est nativement conçu pour être élastique. Élastique, c'est-à-dire qu'on peut augmenter ou diminuer les ressources en fonction de la charge de travail. Et cela nous permet de traiter efficacement et gérer plutôt efficacement nos traitements de données. Et également nos coûts. Bien évidemment. Surtout. Surtout. Un dernier avantage, c'est la haute disponibilité garantie. Comme on a dit, AWS Glue est un service entièrement géré par Amazon. Donc, vous n'aviez pas à se soucier de la mise en place d'une infrastructure sous-jacente, etc. Tout est géré par Amazon, ce qui favorise une disponibilité, une disponibilité élevée et une continuité de vos opérations, même en cas de panne. D'accord. Donc, merci pour ces explications, ces éclaircissements. Moi, je vous demanderai un petit conseil. Qu'est-ce que vous diriez à ceux qui utilisent AWS Glue en termes de bonnes pratiques? Qu'est-ce que vous conseillerez aux utilisateurs de cet outil AWS en tant que bonne pratique, des choses qu'ils devraient prendre à l'habitude de réaliser? Alors, pour optimiser les performances de vos applications, je vous conseille de favoriser l'utilisation efficace des ressources. AWS Glue vous permet de spécifier la capacité de calcul allouée à chaque job. Donc, essayez d'adapter cette capacité en fonction de la complexité de vos transformations et en fonction de la volumétrie des données. Car surdimensionner ou sous-dimensionner les ressources peut entraîner un gaspillage et des retards inutiles. Une autre bonne pratique, toujours dans le cadre de l'optimisation des performances de nos applications, optez pour la parallélisation des tâches. Essayez, lors de la création des jobs, de diviser les tâches en des sous-tâches parallèles, car la parallélisation permet d'exploiter au maximum les ressources disponibles et accélérer le traitement de données. Un autre aspect aussi très important, c'est la gestion des erreurs et de la fiabilité. Pour réagir rapidement en cas de défaillance ou d'erreur, je vous conseille de configurer des métriques et des alertes pour suivre vos Glue jobs en temps réel. Et pour anticiper des éventuelles erreurs, AWS Glue vous permet de spécifier des actions à entreprendre en cas d'échec d'une tâche. Par exemple, la répétition de cette tâche qui a échoué, ou bien l'envoi des notifications pour alerter de l'échec d'une tâche ou d'un job, ou même l'arrêt du job carrément. Et essayez aussi d'utiliser les outils de versionning pour suivre vos changements et revenir à des versions antérieures en cas de besoin. Et je finis avec cette dernière recommandation. Avant de déployer vos Glue jobs sur les environnements de production, faites des tests rigoureux. Testez non seulement les transformations individuelles, mais tout le flux de travail ETL, car pour vous assurer que vos données ont été correctement traitées et bien chargées. Merci Noël pour l'ensemble de ces informations autour de AWS Glue et l'ensemble des services qu'il nous rend. Donc là, on a parlé de la collecte de données et on a parlé des traitements avec AWS Jobs notamment. Et du coup, après ça, on a la partie visualisation et dashboarding. Et du coup, donc, je pense qu'on passera à en discuter avec vous, Raoul. Quels sont aujourd'hui les différents types de dashboards qu'on met en place au niveau de notre practice data au sein d'Ottala? Pour les types de dashboard, il n'y a pas un standard, il n'y a pas une règle bien définie. C'est pour ça qu'on organise des ateliers métiers avec les clients pour identifier l'objectif du dashboard. Le dashboard est destiné pour qui, donc pour pouvoir après conseiller et choisir le type de dashboard. Mais si on va catégoriser, on peut dire qu'il y a les dashboards stratégiques, qui sont des dashboards de pilotage exécutif,
destinés à la comité de direction, aux dirigeants. Ces dashboards-là, ils contiennent les indicateurs de performance qui permettent de suivre la performance de l'entreprise et permettent de gérer l'entreprise et prendre les bonnes décisions rapidement. La deuxième catégorie, c'est les dashboards de pilotage opérationnel. Ces dashboards, ils contiennent les indicateurs de performance et de pilotage. Ils se concentrent sur une situation donnée, sur un périmètre fonctionnel donné. Par exemple, on trouve les dashboards de vente, les dashboards financiers, les dashboards d'analyse des prévisions versus budget. Il y a plusieurs types en fait de dashboards et qui sont généralement mis à jour quotidiennement parce qu'ils sont utilisés par les collaborateurs d'une façon quotidienne ou d'une façon hebdomadaire, par exemple toutes les semaines. La deuxième catégorie, c'est ma catégorie à moi, c'est les dashboards de communication. Ces dashboards sont destinés à l'externe, aux partenaires, aux clients. Donc, on développe un tableau de bord, mais on l'intègre après, par exemple, dans un site web ou dans un portail d'une entreprise, par exemple assurance ou banque, pour partager de l'information avec les clients et avec les partenaires. Ça entre dans le cadre de la transparence et de construction des relations de confiance avec l'environnement externe. Pour ces dashboards-là, je vais juste préciser techniquement un peu les méthodes d'intégration des dashboards dans des sites web ou dans des portails. Donc, par exemple, dans ClickSense, il y a deux méthodes. Il y a la méthode iframe qui permet de prendre l'URL de l'application, de la feuille ou même d'un objet graphique dans l'application et l'intégrer dans un frame dans le site web. Ça, c'est une méthode. La deuxième méthode, qui est la plus recommandée, c'est les mashups. Les mashups dans ClickSense, c'est une interface où on peut se connecter à différentes applications, dashboards. On commence à faire des drag and drop pour concevoir une page web, et derrière l'outil, il est en train de traduire ça à travers des fichiers HTML, JavaScript et CSS. C'est tout un package qui peut être intégré dans un portail web. D'accord. Donc, merci pour l'explication. Et également, on a commencé à parler un peu d'outils, ce qui m'amène à poser ma question. Aujourd'hui, autour de la data vise, quels sont les outils leaders dans ce domaine? Et également, donc, poser la question d'un coup, si on peut dire, quels sont les outils que nous, au sein de Talent, nous préconisons? Donc, actuellement, par exemple, sur l'année 2023, selon le magique quadrant de Gartner, les leaders sont Power BI, qui est un outil Microsoft. Donc, il est connu par sa facilité d'intégration avec les autres produits de la même suite, Microsoft. Il y a aussi Tableau, qui est un outil Salesforce, connu aussi par sa flexibilité et sa puissance. Et il y a aussi le produit Qlik, via ces deux outils. Il y a ClickSense et QlikView, qui est surtout connu par le in-memory, donc il charge les données en mémoire, et le moteur associatif de Qlik, il a un grand avantage dans l'exposition des données. Donc là, vous avez présenté les différents outils. À un certain moment, vous avez parlé de moteur associatif ClickSense. Oui. Et du coup, si on essayait concrètement de différencier ou de comparer ClickSense à Power BI. Le moteur associatif de Qlik, il est très puissant. Il permet de créer des liaisons entre les données sans les avoir créées explicitement. Donc, il découvre des liaisons et ça nécessite pas d'avoir des requêtes prédéfinies. Donc, si je vais prendre un exemple simple pour expliquer ça, sur un dashboard, je prends toujours l'exemple de dashboard de vente, c'est le plus classique. Si on a deux filtres, un filtre région de vente et un filtre produit. Si on sélectionne par exemple région Grand Tunis, sur le filtre produit, on va voir déjà visuellement qu'il y a des produits grisés. Et là, on peut comprendre directement que ces produits-là n'ont pas été vendus sur cette région. Et ça, c'est grâce au moteur associatif de Qlik derrière. Donc, si on va forcer la sélection sur un produit, la première sélection va être automatiquement supprimée. Ce qui n'est pas le cas dans les autres outils qui se basent sur un modèle relationnel classique
et c'est ce que nécessite déjà une restructuration au préalable en amont. Merci Rol pour ces informations autour des dashboards. J'imagine que les dashboards à eux seuls ne suffisent pas pour donner suffisamment de matière aux utilisateurs et consommateurs de ces données pour prendre les bonnes décisions et avoir l'ensemble des informations nécessaires. Et du coup, la question derrière, c'est comment est-ce que vous valorisez DataVis? Merci Farouk pour cette question qui est très importante parce que déjà, si on prend deux développeurs, on leur donne les mêmes data et le même outil de DataVis, ils vont pas produire le même dashboard parce que l'outil et la data, c'est pas suffisant, il faut le savoir-faire. Donc, pour valoriser un dashboard, il faut travailler sur plusieurs piliers. La première chose qui est importante, c'est la gouvernance des données. Il faut avoir des données de qualité, des données fiables, parce que déjà, Niwar, elle a parlé de la partie traitement des données pour avoir des données de qualité. C'est, imaginons qu'on est dans le dashboard stratégique et les données ne sont pas fiables, ne sont pas de qualité. Donc, les décideurs ne vont pas prendre les bonnes décisions. Et là, c'est très critique dans ce cas-là. La deuxième chose, le deuxième pilier, c'est l'enrichissement des données. Donc, il ne faut pas se limiter au modèle qu'on a, il faut l'enrichir avec, par exemple, les données référentielles. Si on va, par exemple, présenter une carte géographique, il faut penser à intégrer les données référentielles géographiques. Troisième chose, c'est d'avoir un dashboard interactif. Donc, dans ce cas-là, il faut intégrer les filtres, intégrer les recherches avancées pour que l'utilisateur final il puisse faire des sélections et il puisse faire des interactions avec le dashboard. La quatrième chose qui est déjà tendance, on parle beaucoup de self-service BI, c'est-à-dire l'utilisateur final, il peut concevoir ses propres dashboards, il peut personnaliser ses feuilles. Par exemple, dans ClickSense, on prépare dans les éléments principaux, on prépare les mesures, on prépare même des visualisations prêtes à être employées. Et l'utilisateur final, il crée une feuille privée dans son espace privé. Il prend par drag and drop pour concevoir son propre dashboard. Après, il peut bien sûr partager ça avec les utilisateurs du même dashboard. Et la feuille, elle passe d'une feuille privée à une feuille communautaire. Ça, c'est la fonctionnalité, c'est l'aspect collaboratif dans les outils de DataVis. Et dernière chose, c'est le data storytelling. C'est le fait de donner vie aux données et raconter une histoire à travers le dashboard. Ça, c'est un sujet très important, Farouk, qui nécessite un autre épisode. Certainement, et vous serez avec nous pour en parler dans un épisode dédié. Donc là, on vient de parler du fait que il ne suffit pas juste de faire un dashboard, mais il faut bien faire ce dashboard. Et du coup, la question, est-ce que vous avez de bonnes pratiques à partager, des conseils à partager avec ceux qui nous regardent aujourd'hui? Et également, au sein de notre practice ici à Talent, est-ce qu'on a des process ou des pratiques qu'on suit afin de nous assurer que l'ensemble de nos collaborateurs s'imbibent de ces bonnes pratiques? Oui, justement, Farouk. Donc, nous, au sein du Talent, comme j'ai dit de la présentation, on construit les bonnes pratiques et les standards qu'on partage avec nos consultants au sein de la communauté DataVis à travers des événements et à travers aussi les formations qui sont préparées par nos soins. Donc, nous, on insiste dans les formations d'intégrer les bonnes pratiques. Et comme ça, le consultant sera capable de les appliquer dans le cadre des projets et des missions. Donc, pour les bonnes pratiques, il y a deux types. Il y a les bonnes pratiques génériques qui sont transverses pour tous les outils et les bonnes pratiques par outil. Là, les bonnes pratiques par outil peuvent être la façon de gérer le projet, la façon d'organiser le projet, les fonctionnalités privilégiées par rapport à d'autres. Donc, il y a plusieurs bonnes pratiques par outil. Mais là, je vais me concentrer sur les bonnes pratiques standards génériques. Donc, je commence par le premier point qui est le maquettage. Donc, il faut, au moment du cadrage, au moment des ateliers avec les métiers, ce qu'on pratique déjà dans nos projets, il faut préparer des maquettes.
pour ne pas perdre du temps à développer. Donc, on se met d'accord sur une maquette, le zoning, où on va mettre les filtres, comment on va organiser le dashboard par thème, et on valide ça avec les métiers. Après, on passe au développement. C'est une étape très importante qui permet de gagner du temps. Deuxième chose, c'est l'approche DAR, dashboarding, analyse et reporting. Donc, le dashboard doit contenir au début une feuille overview. Après, on passe aux données analyse par thème, par exemple. Par exemple, dans un dashboard de RH, on fait la séparation entre les thèmes qui analysent les effectifs et les thèmes qui analysent, par exemple, masse salariale et les rémunérations. Donc, c'est une sorte d'organisation. Et enfin, on passe au détail. C'est la dernière chose, c'est les tableaux détaillés que l'utilisateur final peut exporter. À part le maquettage et l'approche DAR, il y a des aspects visuels qui sont très importants, mais certaines personnes négligent. Mais il y a par retour d'expérience, il y a des dashboards qui ont été jetés à cause de manque d'aspects visuels. Oui, par exemple, la charte graphique. Il y a des outils comme Adobe Color qui nous aident à identifier des palettes de couleurs. Il faut avoir des indicateurs visuels, par exemple sur l'évolution du rouge et du vert. Comme ça, l'utilisateur final, il a directement une réponse à sa question. C'est on est bon ou on n'est pas bon. Déjà, il y a une autre chose par rapport à l'organisation des graphiques. Il ne faut pas surcharger le dashboard. Il ne faut pas scroller. Le dashboard doit être responsive design sur un PC comme sur un mobile. Et il y a des astuces qui nous permettent de gagner de l'espace dans notre dashboard. Par exemple, le fait de créer des dimensions hiérarchiques qui permettent le drill down. Par exemple, une dimension année-mois, famille de produits. Donc, au lieu de créer deux graphiques, on crée un seul graphique avec une dimension hiérarchique. Et le dernier point, c'est le fait de bien choisir le graphique le plus pertinent qui est adéquat avec le KPI. Si on veut montrer une tendance, on utilise les courbes. Si on veut comparer deux groupes, on utilise les histogrammes. Si on veut montrer une répartition, on utilise les pie charts ou les camemberts. Donc ça, c'est très important, le choix des graphiques. Avec tout ça, cet aspect esthétique, et il est très important, mais il faut pas se concentrer sur l'effet wow du dashboard et oublier la clarté et la simplicité. Certainement. Et j'en viens à la transition. Donc, il faut pas se concentrer sur l'aspect visuel en négligeant la data, mais également, il faut pas négliger la data au détriment du visuel. Comme vous venez bien de le dire, hein, il y a des rapports qui contiennent les bonnes données, mais mal présentées. Donc, bien présenté sans les données, on n'a rien à faire quelque part. Et mal présenté avec les bonnes données également, c'est pas forcément lisible. Et les couleurs, hein, aujourd'hui, c'est un standard, ça devient pratiquement une norme. Le vert, tout va bien. Le rouge, c'est du fatal, hein, ça attire l'attention. Donc, c'est vraiment très, très important, l'aspect visuel. Certaines choses, moi, je connaissais pas, c'est qu'il faut pas, par exemple, scroller. Donc, parmi les bonnes pratiques, moi aussi, j'en apprends, hein, le fait qu'il faut pas scroller. C'est quelque part, en y réfléchissant, c'est assez important parce que si on a besoin de scroller, on peut oublier de scroller et ne pas visualiser les informations qui sont en bas. Oui. Du coup, je comprends pourquoi c'est très important que le dashboard, il soit one shot, soit visible d'un coup, et que si l'information n'y est pas, c'est qu'elle est disponible sur un autre dashboard. Il faut se positionner sur le dashboard en question. Oui, bien évidemment, alors c'est complémentaire. Et là, tu vois que le développeur DataVis, il porte multicasquettes. Il est UX designer, il est statisticien, il est aussi psychologue parfois. Exactement. Donc, il porte multicasquettes. Et il doit avoir un objectif, Oui. Transmettre l'information et pas la data, hein, c'est vraiment l'information avec l'évaluation de la data d'une façon simple, directe et efficace au consommateur de l'information qui est le consultant du rapport. Donc là, on a fait un peu le tour autour de la DataVis, hein, qu'est-ce qu'on représente, les bonnes pratiques. Mais DataVis,
comme tout domaine aujourd'hui, il a certainement des challenges auxquels il fait face et des prévisions d'avenir et des évolutions attendues qui vont décrire son évolution à venir. Si on essayait de parler un peu des challenges actuels et comment est-ce qu'aujourd'hui on peut aider les gens à les surmonter. Oui, justement, il y a des challenges dans le domaine de DataVis. Essentiellement, il y a la surinformation. Parfois, on se concentre sur l'aspect visuel et on commence à charger toutes les données qu'on a dans la source de données. Et il y a l'habitude de certains consultants de faire le select étoile sur les tables. Donc, il faut savoir filtrer en ligne et en colonne pour avoir vraiment les informations les plus pertinentes et dont on a besoin. Donc, c'est pas besoin de charger des données qu'on va pas les utiliser finalement. Donc, il y a le deuxième défi, le plus connu, c'est la volumétrie des données. Là, c'est le cas où vraiment on a besoin de toutes les données qui sont dans la source de données. Niwal a parlé aussi des données massives. Donc là, c'est très challengeant dans les outils de DataVis et en chargeant une grande volumétrie des données, on doit penser au temps de performance et de temps de réponse. Donc, on doit penser au temps de chargement en appliquant des méthodes de chargement incrémental. Donc, on charge à l'initialisation, on charge le mode full. Après, on commence à charger les données en mode delta, c'est-à-dire les données, par exemple, de J-1. C'est une fonctionnalité qui existe dans pas mal d'outils de DataVis. Et deuxième chose, c'est le temps de réponse. Imaginons que l'utilisateur, il sélectionne un filtre et le graphique prend 5 minutes pour répondre. Là, on parle bien d'un dashboard inexploitable. Ouais. Donc, il faut optimiser dans les formules et dans les mesures. Par exemple, le ClickSense, il y a un outil qui s'appelle QSDA qui permet d'analyser une application et montrer, par exemple, quels sont les champs qui ne sont pas utilisés, quelle est la formule la plus gourmande en termes de CPU, en termes de RAM. L'outil QSDA du Click, il permet d'analyser les applications et de détecter, par exemple, les champs qui ne sont pas utilisés, chargés mais qui ne sont pas utilisés, les mesures qui sont gourmandes en termes de CPU, en termes de RAM. Il génère tout un rapport d'analyse qui permet aux développeurs d'optimiser son application. Le dernier défi, c'est que les outils sont en évolution rapide et on doit être toujours à la page, on doit faire toujours de la veille technologique. Et là, par exemple, on parle de passage de Click de sa version client managed vers le SaaS, vers le cloud. Et déjà, on a mis en place un environnement interne de formation qui facilitera cette transition pour nos consultants. Donc, on insiste bien sur la formation continue et sur la veille technologique. Merci Khawla pour ces échanges autour des défis et surtout comment est-ce qu'on peut les surmonter autour de la DataVis. Néanmoins, si on essaie de se projeter un peu dans l'avenir, dans le futur de la DataVis, et aujourd'hui, on voit que l'IA se plug sur l'ensemble des domaines et des technologies, qu'en est-il de la DataVis? Donc, les composants de l'IA sont devenus très essentiels pour les outils de DataVis. C'est une évolution énorme qui va aider à la prise des bonnes décisions. Donc déjà, Power BI, il a commencé à intégrer les capacités IA, Click aussi, donc ça va avec. Et si je vais prendre l'exemple de Insight Advisor dans ClickSense, donc c'est un genre comme ChatGPT, c'est un genre de chat, donc une fenêtre qui s'ouvre, on peut poser des questions à Insight Advisor. Par exemple, c'est quoi les ventes de l'année en cours? Il va chercher dans toutes les applications déployées sur notre environnement et reviendra avec une réponse sur les ventes et même des graphiques si on peut poser une question vocale ou par écrit. Déjà, c'est une évolution, c'est une fonctionnalité qui est très importante. Donc, ça joint, donc c'est complémentaire. Donc on voit bien que l'IA, elle touche à tout, hein, et la DataVis n'a pas échappé à la règle. Oui. Donc il y a de l'intervention de l'IA qui permettrait certainement hein, de créer plus de valeur avec la DataVis. Donc
Si on essayait comme ça, pour finaliser, que diriez-vous? Quel est le conseil que vous orienterez aux jeunes et à toute personne voulant travailler au niveau de la database? Donc, pour les consultants, les jeunes consultants, donc, l'essentiel, c'est que vous devez être curieux parce que déjà, vous voyez que la database, c'est une intersection de plusieurs disciplines, les statistiques, le design, la technologie et la psychologie aussi. Donc, il faut être curieux, motivé pour apprendre des nouvelles méthodes et des nouveaux process. Donc, l'essentiel, que vous soyez curieux. Merci beaucoup, Khawla, encore une fois. Merci. Donc, comme vous l'avez vu, aujourd'hui, nous allons parler de la data intelligence, un process qui contient des étapes de collecte et traitement de données qu'on a vu avec Niwar aujourd'hui, et également l'affichage et le display de ces données afin qu'elles soient exploitées par le client final, qu'on a vu avec toi, Khawla, avec les différents outils autour de la data vis. Merci à vous toutes les deux. Merci Farouk et j'espère que ça a été instructif et bien clair pour nos téléspectateurs. Merci beaucoup et j'espère que j'ai pu partager avec vous un peu de mon retour d'expérience. Merci à vous encore une fois. Pour vos téléspectateurs, nous on se retrouve pour un prochain épisode.